Le changement climatique, une question cruciale qui nécessite la synergie d'efforts. Et parlant de la synergie d'action, nous allons recevoir pour vous ce soir l'envoyé spécial adjoint en charge du climat du département des États-Unis d'Amérique. Nous recevons sur ce plateau M. Jonathan Persing dans quelques instants. Le portrait. Jonathan Persing est l'un des deux adjoints de l'envoyé spécial pour le climat du président américain Joe Biden. Il a antérieurement exercé les fonctions d'envoyé spécial pour le changement climatique au département d'État des États-Unis. C'est négociateur principal des États-Unis auprès de la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique sous l'administration Obama. Il était aussi envoyé spécial adjoint au département d'État, conseiller principal pour le climat du secrétaire d'État à l'énergie, de vice-secrétaire d'État adjoint aux affaires internationales au département de l'énergie des États-Unis, directeur adjoint du bureau des politiques au département de l'énergie des États-Unis et conseiller scientifique et directeur adjoint du bureau du changement planétaire au département d'État des États-Unis d'Amérique. Dans les cadres de postes officiels antérieurs, le Dr Persing a également exercé les fonctions de directeur du programme pour l'environnement à la William and Flora Hayworth Foundation, directeur du programme pour le climat et l'énergie à l'Institut des ressources mondiales et des chefs du programme pour l'environnement à l'Agence internationale de l'énergie basée à Paris. Jonathan Persing est détenteur d'un doctorat en géologie et en géophysique. Il a en outre donné des conférences et écrit abondamment sur le climat et l'énergie. Il a aussi joué un rôle primordial dans la rédaction et la révision des rapports primés par le prix Nobel du groupe d'experts intergouvernemental sur les changements climatiques. Monsieur Jonathan Persing, bienvenue en République démocratique du Congo. Merci beaucoup, c'est un plaisir. Vous vous sentez à l'aise par rapport à ces tournées que vous effectuez en Afrique? Oui, c'est un bon voyage maintenant. Il y a beaucoup de gens qui sont avec vous et il y a des discours qui sont très intéressants et aussi je pense qu'il y a des possibilités ici pour faire beaucoup de choses. Des possibilités pour faire beaucoup de choses. Nous savons que vous êtes également là pour essayer d'avoir une idée exacte par rapport aux efforts déployés pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Vous avez eu à effectuer les déplacements dans différents pays. Quelle est l'idée exacte que vous vous faites déjà par rapport à ces efforts? Donc pour chaque pays, ça sera une chose différente. Pour le Congo, c'est une chose, la plupart, c'est pour la forêt. Si on coupe, ça sera pénible, ça sera terrible. Qui on vient dans cette cour, le planète à de chauffer et ça sera absolument terrible. Pour les autres pays, ça sera différent. Et aussi pour le Congo aussi, on peut avoir de l'énergie renouvelable. Et on peut mettre en marche pour l'industrie, pour l'agriculteur. Ça sera une opportunité pour avancer beaucoup. Il y a de grandes avances qui sont possibles. Ok, alors nous parlons du retour en force des États-Unis dans l'accord de Paris. Oui. Au lendemain de l'investiture du président Joe Biden, les États-Unis ont fait leur rentrée dans l'accord de Paris. Comment vous avez accueilli cette nouvelle? Donc, il y a quelque chose. Le premier, il revient parce que c'est un problème grand. Le président Trump ne pense pas que ça sera très important, mais le président Biden, il pense que ça sera un des plus importants problèmes du monde. Il indique que les États-Unis commencent avec un grand changement. Le changement maintenant, c'est pour les prochains 10 ans. Il dit que nous serons dans une 50% de diminution de notre gaz à effet de serre. 50 vers 52, ça sera grand. Le deuxième, ça sera d'être en 2050, d'avoir zéro en émission de gaz à effet de serre. Pour les deux choses, ça sera une grande chose pour les États-Unis. Le deuxième, c'est d'être partenariat avec les autres pays. Parce que nous sommes maintenant environ 11% du gaz à effet de serre du monde. Donc l'autre partie, c'est presque 80%. L'autre partie, ça sera les autres pays. On doit commencer ensemble de faire des changements. Pour le Congo, ça sera relativement une petite partie de ça. Mais pour les forêts, si on coupait les forêts, ça sera absolument vaste. Les possibilités, ça avec le choses de charbon, avec le forêt, avec les tourbières, ça sera une partie très très grande. Si on commence d'être partenariat avec le Congo, on peut ajouter, changer un petit peu le cours et ces gaz d'effet de serre ne sont pas dans l'atmosphère. Pour les autres pays, les pays comme la Chine, on doit changer. La Chine sera maintenant le plus grande que tout le monde.
Maintenant, nous sommes presque 11%. Les Chinois sont juste à côté de 30% du monde. On doit travailler ensemble avec eux. La même chose avec l'Union européenne, la même chose avec les Indes, les autres pays comme ça. Alors, un modèle sobre en carbone que vous prenez, qu'est-ce que vous avez raté en quittant l'accord de Paris? Quand je parle de vous, je parle des États-Unis d'Amérique. Donc, quand nous avons raté. Donc, les pays comme les États-Unis, il y a quelques parties. La première partie, c'est les citoyens individuels. Maintenant, les citoyens d'Amérique, ils pensent que c'est un problème très important. Ils continuaient de faire leur investissement, leur changement. C'est le deuxième, c'est les États comme Californie, les autres États des États-Unis qui continuaient leurs actions. Mais il y a des choses qui sont seulement possibles avec le gouvernement fédéral, le gouvernement national. Donc maintenant, avec le réentrée dans le Paris, le cadre de Paris, on peut commencer encore avec les choses comme ça. Le parti, c'est notre programme, notre politique et mesures, et l'autre partie, c'est financier. Avec l'effort des États-Unis, le gouvernement, on peut travailler ensemble avec les autres pays. Alors, on peut comprendre qu'aujourd'hui, les États-Unis regrettent avoir manqué de contribuer au processus de réduction des gaz à effet de serre. Oui. Oui, donc ça sera 4 ans et pas beaucoup à s'est passé. Maintenant, on recommence et avec le bout que nous avons établi, donc il y a une possibilité maintenant de changement de trajectoire des États-Unis. Alors, qu'est-ce que votre retour ou votre réintégration dans l'accord de Paris implique en termes de finances, en des termes clairs? Donc, le président, il a annoncé en avril un doublement de notre contribution. C'était en avril. Après ça, il y a 6 mois qui a passé et il dit ça ne sera pas assez. On doit avoir plus. Et pour cette raison, nous avons encore doublé notre contribution. Il a annoncé dans les Nations Unies en septembre. Maintenant, il y a 4 fois que notre prévu avance. Et la deuxième chose, il y a 6e fois pour l'adaptation, pour le financement pour l'adaptation. Entre les deux, ça sera une grande somme. Ça sera environ 11 milliards de dollars. Merci, on va prendre l'éco-découverte. Chers téléspectateurs, on se retrouve juste après. Éco-découverte. Considérés comme l'un des écosystèmes les plus productifs et les plus riches de la planète, les mangroves que l'on retrouve généralement le long de la côte de Mwanda sont générateurs des bénéfices significatifs et de plusieurs services rendus à l'homme dont certains ont une valeur économique importante. Il a été estimé qu'en moyenne, une mangrove aurait une valeur de 900 000 $ américains par an et par kilomètre carré. Il conditionne l'exercice de la pêche côtière, barrière de protection littorale contre la houle et les courants marins. Il faut arriver à sensibiliser notre population et surtout la population de Mwanda qui ne sait pas l'utilité de mangrove. La mer prend chaque année 1 mètre de la terre ferme. Si nous n'avons pas ces mangroves-là, dans peu de temps, la ville de Mwanda pourrait disparaître. C'est ces mangroves-là qui a la capacité de limiter la puissance des vents de mer de 50%. Donc, tout effet qui est fait contre ces mangroves va effectivement mettre en péril toute la ville de Mwanda et toutes les installations. D'après le FAO, les forêts des mangroves ont perdu 1708 000 hectares entre 1990 et 2000, où elles représentent actuellement 14 653 000 hectares. Pourtant, cette espèce végétale absorbe la pollution, assainit les eaux et abrite les crevettes. Vous mangez les crevettes ici, vous les aimez très bien. L'habitat naturel de reproduction de crevettes, ce sont les mangroves et d'autres types de poissons. Également, ça joue un rôle très important pour assainir les eaux. Dans le milieu de mangroves, toute la pollution est absorbée par cette espèce végétale. Donc, c'est parmi les rares espèces. Une source de richesse pour la pêche côtière à Mwanda, un site attractif pour le tourisme, un fournisseur des ressources pour la vie quotidienne, des ressources également pour la pharmacopée. Mais aussi, il régénère des bénéfices environnementaux. L'homme est donc appelé à une bonne gestion durable des forêts des mangroves. Alors, pouvez-vous nous faire un état des lieux de vos 4 ans passés en dehors de l'accord de Paris? Donc, il y a 4 ans. C'est beaucoup de temps. Pendant ces 4 ans, la technologie a avancé. Donc, la technologie de renouvelable, particulièrement, maintenant, ça coûte moins cher.
Si on a une plante de charbon, maintenant ça coûte plus cher qu'une plante de renouvelable. Le solaire, le vent, l'hydrologie, ça sera une chose différente. Et entre les derniers 4 ans, ça change. Et maintenant, on nous revient à l'accord de Paris, il y a des possibilités d'ajouter les nouvelles technologies et de mettre en marche aux États-Unis, mais surtout du monde. Tout le monde peut avancer comme ça. Les Chinois, les Indiens, les Congolaises. Je pense qu'il y a des opportunités maintenant pour ajouter notre effort dans l'effort mondial. Alors aujourd'hui, vous revenez dans le processus avec quelle politique écologique face aux questions inachevées dans la mise en œuvre de l'accord de Paris? Oui. Il y avait des questions qui étaient restées en suspens, des questions inachevées. Oui, absolument. On doit changer le secteur énergétique. C'était le plus important. Ça sera environ donc 60% de plus. C'était le secteur énergétique. C'est l'électricité, ça sera le transport, c'est l'industrie. Tous ces secteurs doivent avoir assez d'énergie pour mettre en marche. Maintenant, il y a des changements. On peut échanger entre le charbon et les autres possibilités technologiques, comme le solaire, comme le vent. Maintenant, ça change lentement. On doit ajouter, on doit accélérer ce changement et je pense que ça sera possible. Maintenant, les banques privées, les banques publiques, ils vont mettre en marche les nouveaux investissements et ils pensent que ça sera l'avenir. Et tout le monde doit mettre en marche les nouvelles choses comme ça. Mais ça va quand même prendre du temps. Oui, je pense que ça marche, absolument. OK. Alors, parlant de la réintégration des États-Unis dans l'accord de Paris, comment pensez-vous appuyer les pays en voie de développement dans la mise en œuvre de leur politique climatique? Là, je cite la République démocratique du Congo. Oui, donc c'est difficile. Pour chaque pays, il y a des difficultés, il y a des politiques, il y a des factions dans le gouvernement, il y a des factions dans le pays, il y a des partis, le secteur qui sont différentes, qu'il y a des gens qui sont au centre de chaque débat dans chaque pays, ils sont différents. Au Congo, il y a beaucoup de problèmes. C'est pas simple ici, c'est très difficile. Le président, il mettra donc une nouvelle direction pour le pays et je pense qu'il y a des citoyens ici qui pensent que ça sera exactement qu'est-ce qu'on peut faire. Mais pour le secteur agriculteur, pour les récolteurs, qu'est-ce que se passe avec eux? Donc, il y a un système maintenant qui marche bien. Si on peut changer, qu'est-ce que se passe? C'est une nouvelle idée, c'est difficile à faire. On doit avoir les finances, on doit avoir la technologie, la technique, l'assistance technicale. Pour chaque partie de ça, il doit avoir l'assistance du gouvernement de Kinshasa, mais aussi l'assistance internationale de pays comme les États-Unis, comme les Européens, comme les autres pays en Afrique, qui peuvent ajouter leur expérience et pour ajouter une nouvelle possibilité. Alors, comment pensez-vous traiter la question des bénéfices non carbone pour les pays qui font beaucoup d'efforts en matière de conservation? Oh, absolument, il y a une grande avance. Donc, c'est comme l'atmosphère, l'air, le toxique dans l'environnement. Ça sera une chose pour le déchet. Ça sera une chose pour l'économie. Il y a des nouvelles opportunités économiques pour chaque personne dans le pays. Okay. Si on met en marche des choses comme ça, c'est bien pour l'atmosphère, bien pour le gaz à effet de serre, mais aussi pour l'environnement global. Okay. Mais ici, au niveau du pays, le gouvernement insiste plus sur la compensation équitable. Oui, et il y a une chose comme ça. C'est pas exactement compensation, ça sera une opportunité pour investissement dans le pays. Et c'est un investissement qui a deux parties. Le premier, c'est le secteur privé. Il vient parce qu'il y a du cobalt. Il y a aussi des autres matériels donc très rares pour mettre en marche de nouvelles industries comme le solaire. Le troisième, il y a une opportunité pour investir dans un pays qui sont agrandis. Et c'est un bon investissement. On veut faire ça avec les technologies produites. Le deuxième, il y a une responsabilité par les pays comme les États-Unis de mettre en marche les partenariats. C'est une chose qui sont très importante en Afrique, dans les autres pays aussi. Nous sommes un pays grand, un pays très riche. Mais nous avons une responsabilité de partenariat, de faire le partenaire avec des pays comme le Congo. Et pas seulement ici, il y a des autres pays aussi qui ont voulu faire ça. J'étais en Afrique du Sud, la même chose. En pays comme le Kenya, des pays comme Namibie, des autres pays comme Sénégal, on peut marcher ensemble pour le même bout, le bout d'avancer notre développement.
OK. Pour faire avancer le développement, considérons qu'ils ne sont pas des gros émetteurs. Là, je parle des pays en voie de développement. Les besoins en termes d'adaptation sont importants. Oui. Comment les États-Unis pensent gérer la question relative à la réduction des risques et celle liée à la gestion des catastrophes naturelles? Oui. J'ai fait allusion à l'éruption volcanique de Nyiragongo. Ah oui, c'est une bonne question. Donc, pour moi, je pense qu'il y a deux parties. Le premier, c'est les pays très grands, les pays comme l'Inde, avec beaucoup de gens. Oui, c'est presque 1 milliard, plus qu'1 milliard de personnes. Les autres pays sont très, très petits. C'est comme les îles en Pacifique, les îles à l'océan Indien, qui sont très, très petites, mais ça sera existentiel. Si un changement de niveau de mer, le pays disparaît. Comme le Congo, ça sera un petit peu différent. Il y a une petite partie de côte, mais il y a aussi des températures qui sont élevées. Avec cette température, il y a des changements de déluge, de saison de pluie. Il y a plusieurs de sécheresse dans la saison de sèche. Ça sera un changement qui sont très difficiles pour les récolteurs, pour les gens qui travaillent dans la terre. Le deuxième, ça sera une chose de santé. Il y a des problèmes avec la santé, avec la chaleur. Qu'est-ce que se passe avec ceci? On doit adapter. On doit améliorer les conditions et mettre en marche les nouvelles politiques et mesures pour renforcer la capacité du gouvernement, la capacité de chaque citoyen, la capacité de village et de ville pour changer l'impact de ces changements. Alors, on va prendre l'éco-créativité. C'est une rubrique qui nous inspire tous par rapport aux actions à mener pour relever le défi en rapport avec le changement climatique. Éco-créativité. À chaque problème, une solution. À l'insalubrité de la ville de Kinshasa, une poubelle intelligente. Face à près de 10 millions de tonnes de déchets que produit la capitale le jour, un trio de jeunes étudiants opte pour une poubelle intelligente. Ensemble, cette équipe de jeunes chercheurs congolais dit apporter une réponse dans la gestion durable des déchets. Constituée d'un fût recyclé, peint en verre avec une lampe témoin, cette conception écologique Made in DRC est structurée en 2 parties, mécanique et digitale, pour son bon fonctionnement. Il faut qu'une personne s'approche d'elle dans une distance de 10 cm à une poche donnée, la poche qui correspond à son déchet. Il y a 2 poches, recyclables et non recyclables. Une fois que la personne s'approche à la poche voulue par rapport à son déchet, la poche va s'ouvrir automatiquement et la personne va devoir jeter le déchet à l'intérieur. Alors, si la personne, par contre, on ne connaît pas comment suivre la procédure pour jeter un déchet, la poubelle aussi parle. La poubelle parle pour expliquer comment est-ce que la personne doit jeter le déchet au sein de la poubelle. Alors, une fois que la poubelle est pleine, elle va bloquer la poche pleine, la poche en question, et renvoyer un message à notre serveur. Il va renvoyer un message en signalant l'identité de la poubelle, le lieu de la poubelle, et ainsi que d'autres données telles que le poids de la poubelle. Et il va représenter cela avec une graphique. Alors, partant de là, les autorités... La poubelle intelligente est alimentée par un panneau solaire pour assurer sa connexion 24 heures sur 24 heures à l'Internet et garder son autonomisation. Elle est connectée 24 heures sur 24. Elle est autonome aussi par rapport à son énergie. Donc, elle ne dépend pas d'une énergie quelconque. Elle est munie d'un panneau solaire et de batterie qui fait qu'elle est autonome elle-même. On a tracé un chemin vers l'IoT, donc plus technique encore. Alors, ce qui nous permet à chaque moment de ne pas avoir de perturbations et de donner des informations réelles. Donc, à chaque fois qu'elle est pleine, elle va renvoyer les informations à la base et elle va signaler les autorités ou le gens compétent en la matière pour venir dégager ces déchets-là. Une autre astuce, c'est le recyclage qui se fait à l'intérieur selon les types de déchets. Grâce aux déchets récoltés, recyclables, on les transforme en engrais naturels, biologiques pour nos plantes et pour nos champs. Et les déchets non dégradables, comme les plastiques et tout, elles sont aussi transformées pour des objets de décoration, juste pour donner un coup de pouce à tout ce qui est transformation et tout. Partie des idées à un outil écologique utile pour la ville, cette poubelle intelligente est aussi dotée d'un système d'alerte automatique. Ce projet est doté d'intelligence artificielle. À l'intérieur, il y a un désodorisant écologique qui est fait à base des solutions 100% naturelles pour pallier aux problèmes d'odeur.
fait, ces problèmes, c'est souvent gênant pour les ébouilleurs et les gens qui jettent, en fait, qui viennent ramasser les déchets. Et en plus de cela, il y a une fan, voilà, pour aérer l'intérieur de la poubelle. Ce premier prototype a pris 3 mois pour être mis sur la place publique, d'où un message de soutien lancé au président de la République pour plus de performances. On est parti de la folie à la poubelle intelligente et ça n'a pas été facile. Nous aimerions à ce que le président de la République de soutenir ces projets, que ces projets voient le jour parce que ces poubelles cadrent dans la liste de Kin Bopeto et s'inscrit également dans ces programmes-là. Et c'est une poubelle intelligente qui éduquera la population. C'est une poubelle vraiment qui sensibilisera. La poubelle intelligente, un outil pédagogique pour une éducation de masse face à la gestion des déchets dans la capitale Kinshasa. Alors, il est vrai que nous sommes à quelques semaines de la tenue de la 26e conférence des partis. Comment entrevoyez-vous ces discussions? Donc, c'est une chose très importante. Environ chaque 5 années, il y a une grande réunion. Entre les 5 années comme ça, il y a des réunions qui sont un petit peu plus petites, pas assez importantes. Cette réunion maintenant, à Glasgow, sera un des plus importants. Pourquoi? Il y a maintenant 6 ans, nous étions à Paris et nous avons accepté un agrément ensemble par tout le monde. Qu'est-ce que se passe dans les derniers 5 ans? Le gouvernement a commencé à implémenter cet agrément. Mais qu'est-ce que se passe? Pas assez. Maintenant, c'est une opportunité d'élever l'ambition. Et moi, je pense que Glasgow sera une opportunité pour tout le monde, pour la Chine, pour les États-Unis, pour le Congo, de mettre en marche les nouvelles ambitions, les nouvelles bouts pour indiquer qu'est-ce qui se passe dans les prochains 10 ans. Maintenant, c'est une opportunité globale pour mettre en marche les décisions. Alors, nous savons que la plupart des promesses n'aboutissent pas. À titre d'illustration, j'ai fait allusion aux 100 milliards de dollars promis qui ne sont toujours pas encore arrivés. Oui. Donc, nous sommes maintenant, il y a un promet à Paris pour mettre en marche 100 milliards de dollars. C'est vrai. Mais c'est pas exactement le bout qu'on a à mettre en marche. Il y a quelques raisons. C'est le Covid, c'est les choses politiques dans chaque pays. Nous sommes proches. Maintenant, je pense que nous sommes environ 90 plus que ça. Donc, il y a 10%, ou peut-être moins que 10% qui n'achèvent pas maintenant par les pays qui ont la donneur. Mais c'est presque la même chose. Entre 100 et 85, je pense qu'il n'y a pas une grande différence. La plupart des monnaies, ils sont dans le programme pour le Banque mondiale, pour les actions bilatérales entre les pays. Je pense qu'il y a encore d'efforts par les États-Unis, surtout notre président, à mettre donc maintenant c'est presque 11 milliards de dollars dans cet effort. Mais on commençait de mettre les autres pays, de pousser les autres pays pour ajouter leur argent, leur contribution. Absolument, leur contribution. La deuxième partie, c'est pas seulement un effort public, un effort par les gouvernements. On doit avoir l'investissement privé. Et pour ça, on doit avoir changé le règlement qui met la difficulté pour les secteurs privés d'entrer dans un pays. Et nous pouvons mettre notre argent, notre effort pour catalyser le nouvel investissement par le secteur privé. Entre les deux choses, il y a de responsabilités pour les donneurs, mais aussi il y a une obligation pour les pays qui reçoivent cet argent, qui doit changer leur règlement, leur climat pour investissement. Et après ça, je pense qu'il y a des grands changements. Oui, mais la grande difficulté aujourd'hui, c'est que les pays les plus industrialisés ont toujours du mal à s'acquitter de leurs obligations financières. Oui, mais c'est presque la même chose. Donc, entre 100, c'était l'obligation, et je pense qu'on peut presque chose, mais maintenant, nous sommes environ 80, 85, c'est pas exactement une grande différence, oui, c'est petit. Mais pour cette raison, je pense qu'on doit mettre le monnaie, mettre le finance dans les secteurs qui sont le plus important, le plus, qui a de plus grandes opportunités pour changement. Ça, le secteur énergétique. Ça sera le secteur du forêt. Ça sera un secteur pour l'industrie. Et le changement après ça, on peut mettre et
on voit qu'il y a des grands changements dans chaque pays. Il y a de grands changements dans chaque pays. Apprenons quelque chose. Place au concept vert. Concept vert. Le volcanisme de la chaîne de Virunga est un phénomène particulier par la diversité des roches rencontrées, mais aussi par la spécificité des minéraux. La composition minéralogique et la nature géochimique des roches peuvent varier d'un volcan à un autre, bien qu'étant proches et appartenant parfois à un même système de fracture. Cet ouvrage offre aux étudiants, aux enseignants et aux chercheurs un aperçu des connaissances relatives aux laves de la chaîne de Virunga. Formation et montée des magmas vers la surface, pétrographie, minéralogie et nature géochimique des laves, concepts et hypothèses liés à l'origine et à la diversité des roches de ces champs volcaniques. Alors, quelle est la perception que vous vous faites au regard des pertes et préjudices causés, je fais allusion au feu, aux inondations, aux tsunamis? Dans le Congo ou dans Non, je parle à travers le monde. Donc, ça dépend pour le pays. Il y a des pays qui les changements sont immédiats. On peut voir qu'est-ce qui se passe. C'est une chose aux États-Unis. On voit qu'au ouest des États-Unis, en Californie, il y a des grands feux. Donc, ça sera énorme, oui. C'est presque 10% de notre État de Californie sont incendiés. Bon, c'est incroyable. Il y a aussi des grandes évents comme la pluie, les grands typhoons, je ne sais pas le mot en français, mais des grandes choses comme ça, qui sont inondées des villes comme New Orleans, comme New York City. Donc, ça sera une chose très différente. Dans les autres pays, pour les récolteurs, si la saison de sécheresse, ça sera plus longue. Si la saison pour le pluie, ça sera très variable. C'est pas exactement normal, mais il y a des variations. Ça sera c'est grande. Et pour ça, c'est très difficile de mettre en marche l'agriculteur, le produit. Un troisième, ça sera une chose pour le chauffage. Si on voit qu'est-ce que se passe en Arabie Saoudite, maintenant la température, ça sera monté plus que 45 degrés. Oh, c'est pas possible d'être habité dans cette chose comme ça. Alors nous comprenons qu'il y a un problème, il faut des contributions. Pourquoi les États-Unis ont décidé de couper leurs contributions au fonds vert? Donc le fonds vert, ça sera une chose qui a été faite par le président Trump. Avec le président Biden, on recommence et revient dans cet effort. Nous pensons que ça sera une chose très importante. Alors, réduire les émissions de gaz à effet de serre veut dire qu'il faut changer de mode de vie et ceci a des conséquences sur les revenus nationaux. L'utilisation de l'énergie avec comme source le charbon, des mines, comme pour dire qu'il faudra fermer ces entreprises. Comment cette question est prise en compte par les États fédéraux aux États-Unis? Pour le changement. Oui, changer de mode de vie. Oui. Il faut réduire les mines, les charbons. Alors, comment cette question est prise en compte? Et aux États-Unis en particulièrement. Donc, maintenant, il y a un grand changement dans les États-Unis. Ça sera environ 5 ans, plus que ça, presque 5 et 10 ans. Et il y a quelques raisons. La première raison, ça sera le coût. Et le coût sont diminués énormément pour les autres technologies. Maintenant, la plupart des nouveaux investissements aux États-Unis dans le secteur énergétique, ils sont le renouvelable. Pourquoi? Parce que ça coûte moins cher. Beaucoup moins cher. Maintenant, on peut avoir une pile de charbon et c'était en existence pour les dernières 20 ans et il n'y a pas d'amortisation pour le banque. Mais maintenant, ça sera plus cher qu'une nouvelle plante renouvelable. Moi, c'est fantastique. Et l'autre partie, la population, il commence à penser que ça sera important. Il veut payer un petit peu plus d'avoir une chose soutenable, avoir une chose propre, avoir une chose qui ne sont pas émittées pour l'atmosphère. Le troisième, il pensait de l'industrie de l'avenir. Elle pense cet avenir, ça sera une chose sans charbon. Et nous voulons être au centre de cette industrie. Et pour toutes les raisons, il y a un grand change. On va terminer par 2 questions qui concernent la République démocratique du Congo. Comment vous appréciez le rôle que joue
la République démocratique du Congo sur le plan climatique? Donc, il y a deux choses. Le premier, c'est national. Qu'est-ce que se passe ici dans le pays? Et je pense qu'il y a deux parties. La première partie, ça sera énergétique. Le deuxième, c'est pour les forêts. Et si le Congo mettra en marche les choses comme ça, il peut soutenir des capacités pour les forêts. Ça sera mieux pour tout le monde, mais aussi pour les Congolais. La deuxième partie, c'est une chose internationale. Le Congo sont un pays très, très important. Il y a une voix qui met pour l'Afrique en total. Vous avez ici au Congo, il y a des gens qui parlaient et tout le monde écoute. Et si vous pouvez faire beaucoup de choses, le monde dit « Ah, c'est possible au Congo, c'est possible aussi pour moi ». Et c'est une chose très importante. Et le dernier, c'est la négociation. Les pays en Afrique sont très importants. Il y a 54 pays comme ici. S'il y a une décision internationale et l'Afrique ne veut pas être ensemble avec cette décision, ça ne marche pas. On doit avoir un sens communal entre les pays d'Afrique. Et le pays d'Afrique, maintenant, il a avec le président Tshisekedi, qui sont au centre de débat pour l'Union africaine, il peut mettre son voix dans le débat et ça sera très important. Merci beaucoup, Monsieur Jonathan Persing. Ça a été un plaisir pour nous de vous avoir sur notre plateau. Merci à vous. À la prochaine. Oui, à la prochaine. Au revoir. La nature, c'est la plus grande star du monde et ces paysages ne manquent de séduire. C'est la fin de cette émission, Madame, Monsieur. À la prochaine. Mon idée pour la planète.